Une option du calcul d'intégrale est de permettre de calculer ce qu'on appelle des volumes de solides de révolution. Nous verrons deux méthodes, la méthode des disques ainsi que la méthode des tubes. Qu'est-ce qu'un solide de révolution? C'est tout simplement un solide qui est obtenu par la rotation d'une surface plane autour d'un axe qu'on va appeler l'axe de rotation. Donc, si je prends la surface ici sous cette courbe entre 0 et 1, je la fais rotationner autour de l'axe des X. Donc, je fais faire un tour complet, 360 degrés. Je me retrouve avec un certain solide qui est ce qu'on appelle un solide de révolution. Donc, notre but sera de venir calculer le volume de ce solide-là. Dans la première méthode, qu'on appelle la méthode des disques, ce qu'il faut retenir pour distinguer en fait principalement les deux méthodes, c'est que les rectangles qu'on va utiliser, les rectangles qui nous servent à faire notre approximation, les rectangles qui viennent de notre partition de l'intervalle, vont toujours être perpendiculaires à notre axe de rotation. Donc, si les rectangles sont perpendiculaires, c'est parce qu'on utilise la méthode des disques. Donc, notre principe est le principe le même qu'on avait utilisé pour les sommes de Riemann, c'est-à-dire que on va partitionner l'intervalle qui nous intéresse en sous-intervalles, donc un nombre quelconque de sous-intervalles. Et dans un premier temps, on va se trouver une façon d'approximer le volume à l'intérieur d'un sous-intervalle en particulier. Donc, comme on le faisait avec le calcul d'air, donc on se servait de l'aire du rectangle, par exemple, comme approximation de l'aire dans un sous-intervalle. Et on faisait ensuite la somme de tout ça. Sauf qu'ici, ce n'est pas une aire qu'on veut, c'est un volume. Donc, ce qu'il faut approximer, c'est le volume obtenu quand ce rectangle-là va tourner autour de mon axe de rotation, l'axe des X dans ce cas-ci. Donc, pour un sous-intervalle en particulier, si je le fais tourner ici, je vais obtenir ce qu'on appelle un disque, pour lequel les caractéristiques sont les suivantes. Donc, le rayon du disque ici est donné par cette hauteur-là, qui finalement est la hauteur de mon rectangle ici. C'est ce qui va correspondre au rayon du disque. Et ce disque-là va avoir une certaine épaisseur. Donc ici, je l'identifie comme étant une variation d'épaisseur parce que cette épaisseur-là correspond à la largeur de mon rectangle. Et éventuellement, cette largeur-là va devenir infiniment petite quand on va calculer la limite et obtenir notre intégrale. Donc, on obtient un disque pour lequel le volume est donné par la formule de géométrie classique. Donc, un disque, c'est comme un cylindre, mais dont la hauteur est faible. Donc, c'est pi r carré fois la hauteur. Donc, dans ce cas-ci, ça va être pi r carré, ce qui correspond à la hauteur. Ici, vu que notre disque est debout, c'est l'épaisseur, notre variation d'épaisseur. Donc, cette formule-là nous permet de calculer le volume d'un disque pour un sous-intervalle en particulier. Pour approximer le volume total obtenu, on fait la même chose pour chacun des sous-intervalles, donc ce qui nous donne différents disques ici, et on calcule le volume de chacun de ces disques-là, et on va aller additionner tout ça. Donc, mon volume total va être à peu près égal à la somme pour i va de 1 jusqu'à n de cette formule-là, où chaque rayon, je l'appelle RI maintenant, parce que c'est le rayon pour un sous-intervalle particulier qui varie pour chacun des sous-intervalles. Et même chose pour la variation d'épaisseur, quoiqu'en pratique, on prend toujours des sous-intervalles de même épaisseur. À noter que le n veut dire ici qu'on avait une partition en n sous-intervalles, comme d'habitude. Comment est-ce qu'on obtient maintenant la valeur exacte, mais toujours avec le même principe qu'on a vu avec les sommes de Riemann, à savoir que plus le nombre de sous-intervalles est grand, plus le résultat devient précis, donc plus j'ai de disques minces que j'empile pour obtenir mon volume, mais à la limite, si n tend vers l'infini, si j'ai une infinité de disques empilés, j'ai un résultat qui devient infiniment précis, c'est-à-dire qui me donne la valeur exacte du volume total. Donc on peut voir ici comme étant un paquet de disques d'épaisseur qui tend vers 0, donc ça nous donne comme des fines tranches infinitésimales.
dont la somme me donne la valeur exacte du volume cherché. Le fait que les intervalles, le nombre d'intervalles augmente, fait que, évidemment, la largeur de chacun des sous-intervalles tend vers 0. Et tel qu'on l'a vu avec la somme de Riemann et le théorème fondamental, ceci peut s'exprimer sous forme d'intégrale. Donc, ici, j'ai tout d'abord sorti la constante, pi qui n'est pas affectée par la limite. Donc, ceci peut s'exprimer sous forme d'intégrale, c'est-à-dire que ici, je me retrouve avec une sommation qui va jusqu'à l'infini. Donc, mon symbole d'intégrale sert à représenter une sommation infinie. Le RI au carré, qui était une fonction discrète initialement, donc j'avais certaines valeurs précises de RI pour chacun des sous-intervalles. À la limite, je vais avoir une infinité de RI, donc je me retrouve avec une fonction continue. Donc, c'est la fonction qui représente le R ici, qui va se retrouver au carré. Et mon delta E, l'épaisseur, tend vers 0, donc ça devient l'élément différentiel ici dans cette formule générale. Donc, on l'écrit sous la forme générale parce que on pourra intégrer soit par rapport à X, soit par rapport à Y. Donc, dans cette formule-là, ce qu'il faut retenir, c'est les choses suivantes. Donc, le rayon du disque s'obtient de quelle façon? De quelle façon on l'identifie à partir de notre construction qu'on va faire? C'est toujours la distance finalement entre la courbe et l'axe de rotation qui va correspondre au rayon. Donc, tout à l'heure, ici, notre rayon qui était cette hauteur-là, pour ma courbe ici, c'est la distance entre la courbe et l'axe de rotation. Et notre élément différentiel, essentiellement, ça va toujours être un dx ou dy selon que notre rectangle est vertical dans le cas du dx ou horizontal dans le cas du dy. Donc, c'est lui qui va nous indiquer si on doit intégrer par rapport à x ou à y. Voyons donc un premier exemple qui essentiellement est celui qui est illustré depuis le début, c'est-à-dire la rotation autour de l'axe des x de la courbe qui est y est égale à racine de x dans l'intervalle qui va de 0 jusqu'à 1. Donc la première chose à faire, c'est d'aller placer notre rectangle. Donc ici, comme on tourne autour de l'axe des x et qu'on utilise la méthode des disques, le rectangle doit être placé de façon perpendiculaire à l'axe des x. La formule qu'on utilise est celle-ci, donc on doit identifier à quoi correspond le rayon, à quoi correspond ma variation d'épaisseur, mon élément différentiel d'épaisseur. Donc mon épaisseur ici, delta E, vu que le rectangle est un rectangle vertical, ça va être une variation en x, c'est notre delta x habituel qu'on retrouvait dans les sommes de Riemann. Pour ce qui est du rayon du disque, le rayon du disque ici va correspondre à la hauteur du rectangle. À noter que ces informations-là proviennent toujours du point ici qui me définit la hauteur du rectangle, donc le point ici qui est sur la courbe, qui est un point de coordonnées x et y. Donc le x de ce point-là me donne la distance à l'axe des y, et la coordonnée en y de ce point-là me donne ici la hauteur du rectangle. Donc dans l'identification de mes paramètres, la valeur de R est donnée par la coordonnée en Y ici du point qui est sur la courbe. Mon élément différentiel d'épaisseur, c'est une variation en X, donc j'intègre par rapport à X. Et c'est parce que j'intègre par rapport à X que mon rayon qui était exprimé en termes de Y, je vais devoir l'exprimer en fonction de X à partir de la définition ici de la courbe pour être capable d'effectuer le calcul de l'intégrale. Donc, mon volume va être donné par pi, qui fait partie de la formule. J'intègre de 0 à 1, mon intervalle va de 0 jusqu'à 1. Mon R carré, donc R c'est racine de x, donc R carré ça va être racine de x au carré, et j'intègre par rapport à x. Donc évidemment, racine de x au carré, ça donne x, ce qui n'est pas une fonction très difficile à intégrer, n'est-ce pas? Donc ça nous donne x carré sur 2 évalué entre 0 et 1. Donc, quand j'évalue à la borne supérieure, ça va me donner 1/2 moins 0. Donc, 1/2 fois pi, pi sur 2, unité cubique, étant donné que c'est un volume. Donc, on vient de calculer notre premier volume de révolution.
La méthode du disque possède un deuxième cas. C'est la situation où notre surface n'est pas complètement collée à l'axe de rotation, contrairement à l'exemple qu'on avait vu précédemment. Donc, à ce moment-là, si la surface n'est pas complètement collée, on va obtenir notre volume de révolution finalement comme étant une différence entre les volumes générés par chacun des contours de la surface, comme on l'illustrera tout de suite à la diapositive suivante. Donc, voyons un exemple où en plus, cette fois-ci, nos rectangles vont être placés de façon horizontale, donc ce qui nous amènera à intégrer par rapport à Y et voir de quelle façon on doit ajuster notre formule à ce moment-là. Donc, on considère la rotation autour de l'axe des Y, cette fois-ci, de la surface qui est bordée par Y est égal à racine de X et Y est égal à X carré. Donc, Y est égal à racine de X, c'est la courbe qu'on vient de voir précédemment, donc la racine a cette allure-là ici, et Y est égal à X carré, donc c'est une parabole, donc c'est un bout de parabole qui est tourné vers le haut, le sommet à l'origine, donc qui continuerait de l'autre côté ici, mais comme on considère la surface qui est bordée par ces deux courbes-là, qui est entre les deux courbes, et que la racine, elle, n'existe pas pour les valeurs négatives, finalement, on a juste besoin de la portion positive de la fonction y est égale à x carré. Donc, cette surface-là, on la fait tourner, donc j'identifie ici mes deux courbes, on la fait tourner autour de l'axe des y cette fois-ci. Donc, on voit qu'il y a un espace ici, donc que ma surface n'est pas collée à l'axe de rotation. Le résultat, si on veut le visualiser, si je fais tourner ceci, va me donner quelque chose qui a à peu près cette allure-là. On voit qu'il y a une courbure ici vers l'intérieur. Donc, le fait que la surface ne soit pas collée à l'axe de rotation, je vais avoir une partie vide ici au centre et je vais avoir une certaine épaisseur de ma figure en 3D qui correspond à la surface ici, donc épaisseur qui est plus fine aux extrémités ici, mais qui est plus prononcée là, dans la partie centrale, à peu près à ce niveau-ci de la courbe. Donc en fait, quand on soustrait les volumes, si on veut illustrer, c'est la chose suivante, c'est que si je considère la partie extérieure, la courbe de la surface qui était donnée par Y est égale à X carré, donc, si je faisais révolutionner cette partie-là autour de l'axe des Y, j'obtiendrais ce solide-là. Et je vais aller soustraire la révolution de l'autre courbe, donc la racine de X. Ici, on voit la courbure. Si on la fait révolutionner autour de l'axe des Y, le volume correspondant est celui-là. Donc, si je prends ce volume-ci, je soustrais cette partie centrale-là, j'obtiens justement le volume que je cherche à évaluer. Donc, chacun de ces deux volumes-là se calcule avec l'équivalent de notre première version de la formule. Mais en faisant la soustraction des deux, là, on a le résultat où il y a une partie ici centrale qui est vide. Donc, c'est le volume de révolution de la surface qui est comprise entre les deux que je retrouve ici. Le calcul du volume va donc se faire de la façon suivante. Donc, j'ai ici ma surface que je fais rotationner autour de l'axe des Y. Donc, vu que j'utilise la méthode des disques, je dois aller placer mes rectangles perpendiculairement à l'axe de rotation. Je commence avec ma courbe extérieure ici, qui est Y est égal à X carré, pour lequel je vais calculer son volume avec la formule de notre première situation. Donc, si je viens placer mon rectangle perpendiculairement à l'axe de rotation, mon rectangle ici va être à l'horizontale. Donc, on voit tout de suite que ma variation d'épaisseur va être une variation par rapport à Y et que cette fois, je vais intégrer par rapport à Y. Et mon grand rayon, je dis grand rayon parce qu'on va avoir deux rayons dans ce cas-ci, va correspondre ici à la longueur du rectangle jusqu'à ma courbe. Donc, je vais calculer le volume de révolution de cette courbe-là autour de l'axe des Y. Et je fais la même chose pour la courbe intérieure, pour laquelle j'ai toujours mon rectangle qui va être perpendiculaire à l'axe de rotation, une épaisseur, variation d'épaisseur en fonction des Y. Et je vais avoir cette fois-ci un autre rayon que j'appelle mon petit rayon, qui est la distance
entre ma courbe et l'axe de rotation toujours. Donc, quand j'identifie mes paramètres, je me retrouve avec la situation suivante. Donc, qu'est-ce qui, dans ce cas-ci, va me donner la valeur du grand rayon? Qu'est-ce qui va me donner la longueur ici du rectangle? C'est la coordonnée en X de mon point ici qui est sur la courbe. Donc, la coordonnée en X me donne la distance jusqu'à l'axe des Y. Donc, le grand rayon va être le X de la parabole. Comme je dois intégrer par rapport à Y, j'aurai à convertir ce rayon-là. Donc, si y est égal à x carré, mais le x est égal à racine de y, j'ai ici seulement la branche positive de la racine. De la même façon, mon petit rayon ici va être donné par la coordonnée en x du point ici qui est sur la racine. Donc, la courbure, la fonction racine ici, sa coordonnée en x me donne la longueur du petit rayon. Donc, le x de la racine. Encore une fois, comme j'intègre par rapport à y, je dois isoler x en fonction de y. Donc, ici, je vais aller élever au carré. Donc, le x de la racine correspond à y carré. Je vais donc faire le calcul suivant. Donc, pi fois l'intégrale de faire très attention ici, c'est qu'il y a deux choses à remarquer. Premièrement, c'est qu'on intègre par rapport à y. Donc, mon intervalle ici, sur lequel j'intègre, c'est par rapport à la partition ici selon l'axe des Y. Ça donne dans ce cas-ci que j'obtiens 0,1 également, comme c'était le cas précédemment. Mais il faut bien voir que les bornes d'intervalle ici correspondent à l'intervalle en fonction de Y. Ça veut aussi dire la chose suivante, c'est que je n'ai pas fait le calcul ici, mais que potentiellement, on a à trouver ici le point d'intersection pour savoir qu'est-ce qui délimite exactement la surface qui nous intéresse. Point d'intersection qui éventuellement va nous permettre de trouver quelles sont les bornes d'intégration. Donc dans ce cas-ci, si j'égale les deux fonctions, donc racine de x est égale à x carré, c'est assez facile de voir que ça s'égale quand x est égal à 1 et qui nous donne finalement le point 1, 1. Donc, c'est pour ça ici que j'intègre par rapport à x ou y, je suis toujours sur l'intervalle 0, 1, mais c'est un cas particulier. Donc, j'ai ici pi fois l'intégrale de 0 à 1. Mon grand rayon au carré, mais ça va donner racine de y au carré, donc y, moins mon deuxième calcul, pi fois de 0 à 1 toujours, mon petit rayon qui est y carré, que je dois encore une fois élever au carré à cause de la formule. Donc ici, je me retrouve avec l'équivalent d'un y à la 4. Donc quand j'intègre y, l'intégrale de y, c'est y2 sur 2, l'intégrale de y4, c'est y5 sur 5. Je vais évaluer aux bornes, donc ici, quand je remplace, ça donne 1/2 moins 0. Ici, ça va donner 1/5 moins 0. Donc, en bout de ligne, j'ai pi sur 2 moins pi sur 5. Donc, si je mets ça en dixième, c'est comme 5 dixièmes moins 2 dixièmes, c'est-à-dire 3 dixièmes de pi unité cubique, vu que c'est un volume. Donc, ici, on le fait vraiment en faisant la différence entre les deux volumes pour qu'on voit bien que ce calcul-là correspond à la figure qu'on avait vue précédemment. Mais en pratique, comme j'ai la même constante pi en avant de l'intégrale, comme j'ai le même intervalle d'intégration, je pourrais regrouper ça en une seule intégrale. C'est ce qu'on fait dans la formule générale. Donc, dans la formule générale, je vais avoir pi fois l'intégrale de a à b de ceci, c'était quoi? C'était mon grand rayon au carré, moins ceci qui était mon petit rayon au carré. Donc, on fait une seule formule pour faire une fois là, le calcul. Faites très attention à la chose suivante, c'est que grand R carré moins petit r carré, ce n'est pas la même chose que de faire la différence entre les deux rayons et d'élever au carré. Donc, la différence entre les deux rayons, ce qui me donnerait là, tout ça moins tout ça, donc l'équivalent d'à peu près cette longueur-là ici. Donc, ce n'est pas la même chose que faire le grand rayon au carré moins le petit rayon au carré. Il faut élever les rayons au carré avant d'effectuer la soustraction et non pas faire la soustraction avant et élever au carré après. Donc ça, c'est un binôme au carré. Si je l'élève au carré, il y aura un terme intermédiaire que je ne retrouve pas ici là, dans ma formule de base. La seconde méthode, maintenant, ça s'appelle la méthode des tubes.
Donc, cette fois-ci, pour bien l'identifier quand on se retrouve dans une situation où on est en train d'utiliser la méthode des tubes, bien, nos rectangles vont cette fois être parallèles à notre axe de rotation. Donc, je reprends la même surface que j'avais ici initiale pour illustrer cette nouvelle méthode-là, où cette fois-ci, je vais par contre tourner autour de l'axe des Y. Donc, c'est en plaçant à ce moment-là mon rectangle de façon verticale. Et si je tourne autour de l'axe des Y, que je me retrouve à utiliser la méthode des tubes, que mon rectangle se retrouve à être parallèle à mon axe de rotation. Par contre, mon rectangle étant vertical, ma variation d'épaisseur va être par rapport à X. Donc ici, j'aurai par exemple une intégration par rapport à X dans un cas particulier. C'est toujours la même idée. Donc, on doit commencer par voir pour un sous-intervalle ici, qu'est-ce qui se passe quand je le fais rotationner autour de l'axe. Donc, dans ce cas-ci, la révolution de mon rectangle autour de l'axe me donnerait un tube. Donc, si je fais tourner ça, donc un tube ici, qui aurait les caractéristiques suivantes. Donc, pour lequel l'épaisseur du tube correspond finalement à l'épaisseur de mon rectangle. C'est ce qui va devenir quand je fais tourner l'épaisseur du tube. J'aurai un rayon ici du tube qui est donné par la distance entre mon rectangle et l'axe de rotation finalement, qui sera représenté ici par R. Donc, le R ici, c'est la distance en fait entre mon rayon, mon rectangle et l'axe de rotation. Donc, on le retrouve, bon, ici, je l'ai de l'autre côté, là, c'est équivalent d'un côté ou de l'autre. Et j'ai besoin également d'un paramètre supplémentaire, dans ce cas-ci, qui est la hauteur de mon tube, donc cette hauteur-là, qui est essentiellement la hauteur de mon rectangle. Donc, c'est ça qui devient la hauteur de mon tube quand je fais révolutionner le tout. Pour le calcul, maintenant, ben, j'utilise une formule, encore une fois, de géométrie classique. La façon la plus simple de comprendre cette formule-là, c'est de voir que qu'est-ce que ça donnerait comme figure si je coupais ici mon tube, si je le découpais et je le dépliais, je l'étendais des deux côtés. Donc, je me retrouverais avec quelque chose qui serait un certain rectangle avec une profondeur. Donc, c'est de là qu'on en déduit cette formule-là qui va approximer le volume du tube. Donc, si je coupe et je déplie, donc je me retrouve avec un rectangle pour lequel la longueur ici du rectangle, c'est essentiellement la circonférence de mon cercle qui va devenir la longueur du rectangle. Donc la circonférence, c'est 2πr, donc c'est le 2πr que je retrouve ici dans la formule, fois la hauteur de mon rectangle, c'est la hauteur du tube, donc fois h, et la profondeur, ça serait l'épaisseur du tube, c'est-à-dire ma variation d'épaisseur. Donc cette partie-là ici, c'est l'aire du rectangle fois l'épaisseur, donc ça me donne une approximation de du volume du tube. Et je refais encore une fois la même chose pour chacun des sous-intervalles. Donc, j'ai un paquet de tubes qui vont être tous empilés les uns dans les autres, comme on peut illustrer ici avec la figure. Et la somme de tous ces volumes-là ici va me donner une approximation du volume total. Donc, si j'ai n sous-intervalles, j'ai une somme de 1 à n de cette formule-là où le R devient le RI, donc le R pour un sous-intervalle particulier. Même chose pour le H, parce qu'on voit ici que la hauteur des tubes varie aussi. Donc ça, c'est le H pour un sous-intervalle, le IM en particulier, et ma variation d'épaisseur qui, elle, en pratique, c'est toujours la même, mais qui, de façon générale, pourrait être variable pour chacun des sous-intervalles. Le volume exact s'obtient évidemment en passant à la limite. Donc, si j'ai une infinité de sous-intervalles, ça va devenir infiniment précis. Donc, mon volume total est égal à la limite quand n tend vers l'infini de mon approximation ici où j'empilais mes tubes. Je faisais la somme de mes tubes empilés.
Encore une fois, j'ai une constante ici 2π qui n'est pas affectée par la sommation. Je peux la sortir de la sommation, je peux la sortir de la limite. Donc, j'ai 2π fois la limite. Et cette limite-là s'exprime sous forme d'intégrale. Donc, la somme infinie devient l'intégrale sur l'intervalle. Le RI qui était ponctuel devient la fonction R, où j'ai une infinité de valeurs. Le HI qui était ponctuel aussi devient la fonction H. Et ma variation d'épaisseur, qui tend vers 0, devient l'élément différentiel d'épaisseur. Donc, dans cette formule-là, encore une fois, ce qui sera important quand on aura placé notre rectangle, qui sera soit horizontal ou vertical, c'est d'aller identifier les paramètres. Donc, le R ici, qu'est-ce qui donne le rayon du tube? En pratique, c'est la distance entre le rectangle et l'axe de rotation. Donc, c'est ce qu'il faut retenir dans le dessin quand on place notre rectangle. Donc, ce qui devient le rayon du tube, c'est à quelle distance? Qu'est-ce qui nous donne la distance entre le rectangle et l'axe de rotation? Le H, qui est la hauteur du tube, ben, c'est la hauteur du rectangle, essentiellement, toujours, qui nous donne la hauteur du tube. Et finalement, notre élément différentiel, donc c'est le premier qu'on identifie d'habitude. Donc, on sait déjà, en plaçant notre rectangle vertical ou horizontal, si on va intégrer par rapport à X ou à Y. À remarquer que cette deuxième méthode a un avantage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux cas à distinguer. Donc, avec la méthode des tubes, c'est toujours la même formule. Donc, je n'ai pas à distinguer que la surface soit collée ou non à l'axe de rotation. Donc, ça, c'est son avantage principal. Son désavantage, c'est qu'il faut comprendre que parmi les deux variables R et H, j'en ai toujours une qui est horizontale et l'autre qui est verticale. Ça peut changer selon l'axe de rotation, mais ils sont toujours dans un sens contraire, ce qui veut dire qu'il y a toujours une des deux fonctions ici qui n'est pas exprimée initialement en fonction de la variable d'intégration. Donc, si j'intègre par rapport à x, ben, un des deux termes va être exprimé en fonction de x, mais l'autre en fonction de y. Donc, j'ai toujours un transfert, une transformation à faire pour passer de x à y pour un des deux paramètres. L'autre avantage ou l'autre point à considérer, c'est que en ayant deux méthodes, ben, parfois l'intégrale qu'on obtient est plus facile à résoudre avec une méthode que l'autre. Donc, si vous commencez avec une méthode, puis vous vous rendez compte que l'intégrale est très difficile à évaluer, mais peut-être aller vérifier qu'est-ce que ça donnerait avec l'autre méthode. Voyons donc ce que ça donne avec un exemple, qui en fait est le même exemple qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire la surface qui est comprise entre racine de x et x carré, que l'on fait révolutionner autour de l'axe des y. Donc, en prenant le même exemple, ça va nous permettre de comparer les deux méthodes et également de voir que la réponse finale va être la même si on n'utilise pas la même méthode. Donc ici, comme je tourne autour de l'axe des Y et que je veux utiliser ma méthode des tubes, ma nouvelle méthode, je dois venir placer mon rectangle ici d'approximation de façon parallèle à mon axe de rotation. À noter que mon rectangle doit être à l'intérieur de ma surface. Donc le rectangle ici, il ne va pas jusqu'à l'axe des X. Donc le rectangle est délimité par les deux courbes. Donc j'aurai ensuite à identifier les différents paramètres. Donc ici, mon rayon va se retrouver ici. Donc c'est la distance entre le rectangle et l'axe de rotation, c'est ce qui devient le rayon de mon tube. Et comme mon rectangle est vertical, ma variation d'épaisseur va être une variation en x, je vais intégrer par rapport à x, et je vais avoir ici la hauteur du rectangle aussi à identifier. Donc, qu'est-ce qui me donne mon grand rayon ici? Bien, si je regarde pour un point qui est ici sur la courbe, c'est la coordonnée en x de ce point-là qui me donne la distance jusqu'à l'axe des y qui correspond à mon grand rayon. Et on peut remarquer que ce soit le point ici qui est sur la fonction racine ou le point qui est sur la fonction parabole, ben, dans les deux cas, j'ai exactement la même coordonnée en x, qui est celle qui correspond à mon rayon.
Donc, c'est dû au fait que mon rectangle est en parallèle à l'axe de rotation, mais tous les points ici qui sont à l'intérieur du rectangle auraient la même coordonnée en x. Donc, le R est égal à x, c'est le même pour les deux courbes, et comme j'intègre par rapport à x, mais je n'ai pas de transformation ou de modification à faire. Qu'est-ce qui va me donner ensuite la hauteur ici de mon rectangle? Bien, la hauteur est associée aux coordonnées en y. Si je prends la coordonnée en y ici de la racine, bien, ça va me donner toute cette hauteur-là jusqu'à l'axe des x. Et je vais aller lui soustraire le y de la parabole. Donc, le y de la parabole me donne cette hauteur-là ici, donc jusqu'à la courbe. Donc, si je prends toute la hauteur, je soustrais la hauteur ici, mais la différence entre les deux correspond à la hauteur de mon rectangle. Comme j'intègre par rapport à x, je dois les convertir. Donc, le y de la racine, ça correspond à racine de x, et le y de la parabole, ça correspond à x carré. J'applique maintenant ma formule, donc 2π fois l'intégrale de AB. Attention ici que l'on intègre par rapport à x. Donc, mon intervalle d'intégration de 0 à 1, c'est l'intervalle en fonction de x. On a vu précédemment que pour cet exemple, cette situation-ci, l'intervalle est le même en x et en y, mais en pratique, là, il faut bien voir que ces bornes-là, ce sont les bornes en x qui vont de 0 à 1 avec mon point d'intersection ici qui était le point 1, 1. Donc, mon grand R correspond à x, ma hauteur correspond à la différence entre les deux fonctions, et ici, pour intégrer plus facilement, je vais distribuer le x pour pouvoir intégrer comme des puissances de x. Donc, x fois racine de x me donne x à la 3 demi, x fois x carré me donne x cube. Donc, quand j'intègre, j'ajoute 1 à l'exposant, 5 demi, je divise par le nouvel exposant. L'intégrale de x cube donne x4 sur 4, et j'évalue tout ça sur l'intervalle 0, 1. Donc, je vais obtenir 1 sur 5 demi, c'est-à-dire divisé par 5 demi, ce qu'on multiplie par l'inverse, et ici, j'ai 1 quart. Moins quand je remplace par la borne inférieure 0, ben, les deux termes s'annulent étant donné que j'ai des x dans les deux termes. Donc, ma réponse finale, si je mets ça ici en vingtième, j'aurai 8 vingtièmes moins 5 vingtièmes, c'est-à-dire 3 vingtièmes fois 2π, ce qui donne 3 dixièmes de pi, unité cubique, qui est bel et bien la même réponse qu'on avait obtenue précédemment.